La Coupe du Monde, l'événement de foot que chaque humain sur Terre a au moins vu une fois dans sa vie. Mais malheureusement, peu de personnes connaissent les histoires les plus glauques de cette compétition. C'est pourquoi, sous forme d'iceberg, on va aller explorer toutes ces histoires de la plus connue à une des plus grandes histoires cachées de cette compétition. Entre de la triche, un meurtre ou des joueurs envoyés dans des camps après une défaite, laissez-moi vous raconter l'iceberg de la Coupe du Monde. Quart de finale de Coupe du Monde 1986, Argentine-Angleterre. On est dans un match chargé d'histoire presque politique. Quelques années après la guerre des Malwines, le 22 juin 1986, dans le mythique stade Azteca de Mexico, les deux nations se retrouvent dans un climat électrique. À la 51e minute, Maradona monte dans la surface. Le ballon arrive dans une zone aérienne, un duel classique face au gardien anglais Peter Shilton. Mais Maradona ne joue pas vraiment le duel. Il touche le ballon de la main gauche et le propulse dans les buts. L'arbitre ne voit rien, il croit à une tête, le but est validé. À l'époque, la VAR n'existe pas et la décision ne peut pas être corrigée. Le stade explose. C'est un but illégal mais décisif. Après le match, Maradona lui-même donnera une explication et restée célèbre. Manos de Dios, comme il qualifiera ironiquement ce geste. Ce but devient immédiatement un symbole national. La triche assumée au plus haut niveau, l'impuissance de l'arbitrage à l'époque et la construction d'un mythe autour de Maradona entre génie et provocation. L'Argentine remportera finalement le match 2-1, puis poursuivra son parcours jusqu'à la victoire en finale de Coupe du Monde 1986, décrochant son deuxième titre mondial après 1978. Bon, ça tout le monde le connaît, alors descendons encore un petit peu. Demi-finale de Coupe du Monde 2014 au Brésil. Le pays hôte joue pour atteindre une finale à domicile dans un pays où le football est presque une religion. Le 8 juillet 2014, à l'Estadio Mineirão de Belo Horizonte, le choc est immense. Brésil-Allemagne, deux géants du football mondial habitués au grand rendez-vous. Tous deux encore invaincus dans la compétition. Mais le Brésil arrive diminué. Neymar est absent sur blessure. Thiago Silva est suspendu. Dès les premières minutes, tout s'effondre. L'Allemagne ouvre le score, puis enchaîne. 11e minute, Müller. 23e minute, Klose. Puis Kroos deux fois en moins de 2 minutes. Khedira suit. En seulement 6 minutes, le Brésil encaisse 4 buts. À la 30e minute, 5-0. À la mi-temps, le stade est sous le choc. Silence total au Mineirão. Les caméras montrent des supporters en larmes, incapables de comprendre ce qui est en train de se produire. Et le cauchemar continue en seconde période. Schreull aggrave le score, encore et encore. Score final, 7-1. Un brut brésilien en toute fin de match viendra seulement sauver l'honneur. Ce match surnommé le Mineiraço devient immédiatement historique. La plus grande humiliation de l'histoire du Brésil en Coupe du Monde. Une défaite record en demi-finale. Un traumatisme national et un tournant dans l'histoire du football brésilien moderne. Car le Brésil ne gagnera plus jamais. Il met aussi fin à une incroyable incivilité du Brésil à domicile, longue de 62 matchs. Côté allemand, le match entre dans la légende. Klose devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et l'Allemagne file ensuite vers son 4e titre mondial en battant l'Argentine en finale. Même des années après, ce 7-1 reste une référence absolue du désastre sportif. Un match qui a marqué non seulement une génération de supporters, mais aussi l'histoire entière du football. Bon, celui-là, peut-être encore quelques personnes le connaissaient, mais celui-là, je pense que ça va être un petit peu plus dur. Coupe du Monde 1962 au Chili, match Chili-Italie. Sur le papier, c'est une rencontre décisive pour la qualification, mais avant même le coup d'envoi, l'ambiance est déjà explosive. Quelques semaines plus tôt, des journalistes italiens publient des articles très insultants envers le Chili, encore marqué par un terrible séisme survenu 2 ans auparavant. La presse chilienne réplique, la tension devient politique, nationale et personnelle. Le 2 juin 1962, au stade national de Santiago, les deux équipes entrent sur le terrain dans un climat de haine rarement vu en Coupe du Monde. Et le match dégénère immédiatement. Après seulement 12 secondes, un premier tacle violent est commis. À la 8e, l'Italien Giorgio Pierini est expulsé après un coup de pied sur un adversaire, mais il refuse de quitter le terrain. La rencontre est interrompue pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que la police intervienne pour l'escorter hors de la pelouse. Et ce n'est que le début. Tacle dangereux, coup de poing, insultes, provocation permanente, les joueurs se battent presque à chaque action. Un Chilien frappe un adversaire au visage, un Italien répond par un violent coup de pied à la tête, l'arbitre anglais Ken Aston perd progressivement le contrôle du match. La police doit intervenir plusieurs fois directement sur le terrain pour séparer les joueurs. L'Italie termine la rencontre à 9 contre 11 après 2 expulsions. Malgré le chaos, le Chili finit par marquer 2 fois dans le dernier quart d'heure et s'impose 2-0 devant son public. Mais le résultat passe presque au second plan. Le match entre immédiatement dans l'histoire sur un surnom devenu célèbre, la bataille de Santiago. Considérée comme l'une des rencontres les plus violentes jamais disputées en Coupe du Monde, quelques heures plus tard, le commentateur britannique David Coleman la décrira comme la plus stupide, la plus effroyable, la plus répugnante et la plus honteuse démonstration de football. Cet épisode marquera profondément l'arbitrage international. Son arbitre Ken Aston réfléchira dans les années suivantes à un moyen plus clair de sanctionner les joueurs. De cette réflexion naîtront les cartons jaunes et rouges qui deviendront ensuite une règle universelle du football. La bataille de Santiago reste aujourd'hui l'exemple parfait d'un match où la rivalité, la politique et la violence ont complètement pris le dessus sur le jeu.
Angleterre 1966. La Coupe du Monde approche. Pour célébrer l'événement, le célèbre trophée Jules Rimet est exposé au public dans un bâtiment de Westminster à Londres. C'est l'objet le plus précieux du football mondial. Mais le 20 mars 1966, l'impensable se produit. Le trophée disparaît. Volé en pleine exposition, comment quelqu'un a-t-il pu dérober l'objet le plus surveillé du football? Personne ne le sait. Scotland Yard lance une vaste enquête. La pression est énorme. Dans quelques mois, le monde entier aura les yeux tournés vers l'Angleterre pour la Coupe du Monde. Mais quelques jours plus tard, les voleurs tentent d'obtenir une rançon. Un colis est envoyé contenant une partie de l'emballage du trophée et une demande de 15 000 livres. Une somme considérable pour l'époque. Mais l'un des complices est rapidement arrêté. Malgré cela, le trophée reste introuvable. Les autorités craignent alors le pire, qu'il soit détruit, fondu ou revendu sur le marché noir. Puis survint un rebondissement totalement inattendu. 7 jours après le vol, un habitant du sud de Londres promène son chien Pickle. Pendant la balade, l'animal commence à renifler un paquet abandonné dans un buisson. Son maître ouvre le paquet. À l'intérieur se trouve le trophée Jules Rimet, soigneusement emballé dans du papier journal. Le trophée de la Coupe du Monde vient d'être retrouvé. Et le héros de l'histoire n'est ni un policier ni un détective, c'est un simple chien. Du jour au lendemain, Pickle devient une célébrité nationale. Il apparaît dans les médias, reçoit une récompense financière et est même invité à plusieurs événements officiels. L'affaire est si embarrassante pour les organisateurs qu'une réplique secrète du trophée est fabriquée afin d'éviter une nouvelle catastrophe. Quelques mois plus tard, lorsque l'Angleterre remporte sa première Coupe du Monde à domicile, la reine remet le véritable trophée aux joueurs. Mais lors de certaines célébrations publiques, la police préfère discrètement utiliser la copie. Pendant des décennies, l'identité exacte des voleurs reste un mystère. Selon plusieurs enquêtes publiées bien plus tard, le vol aurait été commis par 2 gangsters londoniens qui pensaient réaliser le casse du siècle avant de comprendre qu'il leur serait pratiquement impossible de revendre un objet aussi célèbre. Cette histoire devient l'un des vols les plus célèbres de l'histoire du sport, l'un des plus grands embarras de la FIFA avant une Coupe du Monde et probablement la seule enquête mondiale résolue grâce à un chien. Encore aujourd'hui, le vol du trophée Jules Rimet en 1966 reste l'un des épisodes les plus incroyables et improbables de toute l'histoire du foot. On va encore descendre un tout petit peu parce qu'on arrive vers les derniers. Coupe du Monde 1982 en Espagne. Phase de groupe, l'Algérie vient de réaliser un exploit historique. Pour sa première participation à une Coupe du Monde, elle a notamment battu l'Allemagne de l'Ouest 2-1, devenant la première sélection africaine à vaincre une équipe européenne dans la compétition. Mais un problème apparaît. L'Algérie a déjà terminé tous ses matchs et le dernier match du groupe n'a pas encore été joué. Allemagne de l'Ouest contre l'Autriche. Les deux équipes connaissent parfaitement la situation. Un résultat les arrange tous les deux. Une victoire allemande par 1 ou 2 buts d'écart qualifierait à la fois l'Allemagne et l'Autriche et éliminerait l'Algérie. Le 25 juin 1982 à Gijón, le match commence. Et très vite, le scénario idéal se met en place. À la 10e minute, l'Allemagne ouvre le score 1-0. À cet instant précis, les deux équipes sont qualifiées. Et c'est là que tout bascule. Le rythme chute brutalement, les attaques deviennent rares, les joueurs prennent très peu de risques. Les passes se multiplient sans véritable intention offensive. Ni l'Allemagne ne cherche à marquer davantage, ni l'Autriche ne semble vouloir égaliser. Pendant plus d'une heure, le score reste figé. Dans les tribunes, les spectateurs comprennent ce qui est en train de se passer. La colère monte, des supporters agitent des billets de banque pour dénoncer un arrangement, d'autres sifflent en permanence. Même les commentateurs de plusieurs pays critiquent ouvertement le spectacle proposé. Au coup de sifflet final, le score est toujours de 1-0. Exactement le résultat qui qualifie les deux équipes. L'Algérie est éliminée. Le match entre immédiatement dans l'histoire sous plusieurs surnoms. Le match de la honte de Gijón ou encore le pacte de non-agression de Gijón. Aucune preuve formelle d'un accord n'a jamais été apportée. Mais pour une grande partie du monde du football, ce match reste l'un des exemples les plus célèbres d'équipes jouant un résultat plutôt qu'une rencontre. L'affaire provoque un immense scandale international et la FIFA décide de modifier définitivement son règlement. Depuis la Coupe du Monde 1986, les derniers matchs de chaque groupe sont disputés au même moment. Un changement directement inspiré par ce match. Un simple score de 1-0 qui a transformé à jamais l'organisation de la Coupe du Monde. Coupe du Monde 1978 en Argentine. Le football est au centre de l'attention mondiale, mais derrière les stades pleins et les célébrations, le pays traverse une des périodes les plus sombres de son histoire. Depuis 1976, l'Argentine est dirigée par une dictature militaire menée par le général Jorge Rafael Videla. Le régime mène une répression massive contre ses opposants. Arrestations arbitraires, tortures, enlèvements, des milliers de personnes disparaissent sans laisser de traces. Pendant ce temps, la Coupe du Monde approche. Pour la junte militaire, le tournoi représente une occasion unique. L'événement est utilisé pour montrer au monde l'image d'un pays
pays uni, stable et prospère, des millions de spectateurs suivent la compétition. Dans les stades, l'ambiance est festive, les tribunes chantent, les drapeaux flottent, l'Argentine enchaîne les victoires. Mais à quelques centaines de mètres de certains sites de compétition, des centres de détention clandestins continuent de fonctionner. De nombreuses organisations de défense des droits humains dénoncent, alors ce qu'elles considèrent comme une immense opération de propagande destinée à améliorer l'image internationale du régime, le débat devient mondial. Certains réclament même le boycott de la compétition, estimant qu'un pays aussi prestigieux ne devrait pas servir à masquer la répression en cours dans le pays. Sur le terrain, l'Argentine remporte finalement la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Mais l'édition 1978 reste associée à bien plus que du football. Elle est devenue l'un des exemples les plus célèbres de l'utilisation d'un événement sportif mondial à des fins politiques. Un rappel que parfois, derrière les plus grandes fêtes du sport, se jouent aussi des enjeux qui dépassent largement le terrain. Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. La Colombie arrive avec de grandes ambitions. Certains observateurs la considèrent comme un outsider capable de remporter le tournoi. Au cœur de cette équipe se trouve un défenseur respecté de tous, Andrés Escobar. Surnommé le gentleman du football, il est connu pour son élégance, son fair play et son immense popularité en Colombie. Mais le 22 juin 1994, tout bascule. Lors d'un match décisif pour les États-Unis, Escobar tente d'intercepter un centre dangereux. En voulant dégager le ballon, il le dévie accidentellement dans ses propres filets. But contre son camp. Les États-Unis remportent finalement le match 2-1. La Colombie est éliminée dès le premier tour. Pour le pays, c'est une immense déception. Personne n'imagine encore ce qui va suivre. Quelques jours après son retour à Medellín, Andrés Escobar sera avec des amis dans un bar. Dans la nuit du 2 juillet 1994, une altercation éclate sur le parking. Un homme sort une arme. Selon plusieurs témoignages, il aurait crié après chacun de ses tirs. Andrés Escobar est abattu. Il meurt à seulement 27 ans. Son assassinat choque la planète entière. De nombreux enquêteurs pensent que le meurtre est lié à son but contre son camp. À l'époque, des sommes colossales circulent dans les paris illégaux, souvent liés aux réseaux criminels et aux narcotrafiquants colombiens. Le drame dépasse alors largement le cadre du football. Près de 80 000 personnes assistent à ses funérailles. Ce drame devient l'une des tragédies les plus choquantes de l'histoire du football. Aujourd'hui encore, Andrés Escobar reste une figure respectée du football mondial. Non pas pour un but ou un trophée, mais parce que son histoire demeure l'une des plus bouleversantes jamais vécues lors d'une Coupe du Monde. Et voilà, on arrive tout au fond. Et voici ce qui s'est passé durant cette Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. La Corée du Nord dispute sa première Coupe du Monde depuis 44 ans. Face au Brésil, l'équipe surprend le monde entier. Elle ne s'incline que 2-1 et gagne le respect de nombreux supporters. Mais quelques jours plus tard, tout s'effondre. Le Portugal inflige une correction historique, 7-0. Puis la Corée du Nord perd également contre la Côte d'Ivoire. Bilan, 3 matchs, 3 défaites. L'équipe rentre au pays et très vite, des rumeurs inquiétantes commencent à circuler. Selon plusieurs médias, les joueurs auraient été convoqués à Pyongyang pour une séance de critique publique devant des centaines de responsables. Le sélectionneur aurait même été accusé d'avoir trahi la confiance du régime. Certaines rumeurs vont encore plus loin. Elles affirment que des joueurs auraient été envoyés dans des camps de travail ou en prison. L'information fait rapidement le tour du monde. Mais un problème apparaît. Aucune preuve solide ne vient confirmer ces accusations. Face à la polémique, la FIFA ouvre une enquête. Quelques semaines plus tard, l'organisation annonce n'avoir trouvé aucun élément permettant de confirmer ses actions et clôt le dossier. Alors, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Les joueurs ont-ils été simplement critiqués? Ont-ils subi des actions plus sévères? Ou les rumeurs ont-elles été exagérées? Plus de 15 ans après, une partie du mystère demeure. Mais cette affaire reste une des histoires les plus troublantes de l'histoire de la Coupe du Monde, parce qu'elle mêle football et politique, parce que les informations sont difficiles à vérifier, et parce qu'elle fait naître la rumeur selon laquelle une équipe entière aurait été punie pour avoir perdu des matchs de football. Remontons la surface. Et abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Maintenant, espérons que la France nous ramène une 3e étoile, et que cette Coupe du Monde ne soit pas connue pour des histoires tout aussi glauques que celles qu'on vient de voir. C'était Lexou, ciao.